Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce webinaire numéro 5, donc qui sera consacré au chapitre 5 qui s'est À déroulé la toute la partie 5. semaine, La partie. à la partie 5, pardon, la partie 5 qui s'est déroulée toute la semaine. Donc Philippe Narassiguin, comment s'est passée cette semaine? Comment allez-vous? Bah, très bien, Christophe. Beaucoup d'interventions là encore sur les forums, donc c'est quelque chose de très positif pour nous. Beaucoup de questions qui sont posées. Et puis aussi, deuxième point positif, les inscriptions qui ne cessent de progresser de jour en jour et de semaine en semaine. Voilà. Alors oui, c'est vrai que c'est assez remarquable, cette progression des inscriptions. Alors bienvenue à tous les participantes nouveaux qui ont rejoint ce MOOC. Vous avez bien évidemment la possibilité de revoir toutes les parties depuis le début du MOOC, de rattraper ces 5 premières semaines. Le contenu se densifie. On a là beaucoup de retours sur les forums avec un contenu qui est... On rentre en profondeur dans la partie économie monétaire. Alors, on a souvent des questions, je précise, sur les documents complémentaires qui pourraient être associés, type document PDF. Nous ne proposons, pour des raisons pédagogiques, c'est vraiment un choix pédagogique, les vidéos donc, du cours que Philippe Narassiguin a construit et qui sont extrêmement bien conçus pour que vous puissiez mémoriser. Vous avez les quiz qui vous permettent de mémoriser. Et enfin, vous avez la possibilité de poser des questions sur les forums, la possibilité de suivre ce webinaire soit en direct, soit en différé, puisqu'il est mis à disposition sur la plateforme, sur Facebook, sur YouTube, de façon à ce que vous puissiez regarder ce webinaire qui revient sur l'intégralité du cours et qui reprend les concepts qui ont été évoqués pendant le cours. Donc ça, c'est très important. Donc vous êtes aujourd'hui 7696 personnes inscrites et qui suivent ce cours activement. Nous avons beaucoup de retours positifs. Et je crois que Philippe Narassiguin, c'est vraiment, pour le coup, agréable, effectivement, que ce cours qui a été conçu, qui a demandé beaucoup de préparation et puis qui a fait l'objet de choix pédagogiques spécifiques, puisse effectivement être perçu comme cela. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, là, on va rentrer effectivement de plus en plus. Depuis la semaine dernière, quand la cinquième partie a été développée, donc on avait déjà la quatrième partie, et à partir de la quatrième partie, on est rentré vraiment dans le vif du sujet en matière de sciences économiques. Et ce qu'il faut faire, c'est toujours le choix pédagogique que j'ai fait, c'est de clarifier les concepts et de faire beaucoup de séquences et donc d'analyse économique. Il faut que l'objectif visé, c'est que toutes les personnes, y compris celles qui viennent en webinaire et qui n'ont pas suivi le cours, par exemple, qui ne sont pas inscrites au cours, puissent trouver une valeur ajoutée supplémentaire par rapport donc à ce qu'elles savent déjà en matière de monnaie, de banque, de politique monétaire, de banque centrale, et qui ont une culture économique générale. Voilà un petit peu les choses, comment elles se font, d'où effectivement l'importance que j'attache non seulement au fait de suivre le cours attentivement, de prendre des notes quand les parties sont débloquées chaque semaine, mais également je demande aux participants de ne pas hésiter, comme ils le font, mais d'être encore plus nombreux si c'est possible. Nous avons une équipe d'économistes qui suit tout cela de près, de poser des questions, et par la suite, nous intervenons en webinaire sur les questions les plus importantes qu'il y a sur les forums. Et donc, c'est une autre valeur ajoutée que nous proposons encore. C'est une autre partie du cours, finalement, ce Que, webinaire. Voilà, c'est une autre partie du cours, faite différemment, de façon plus conviviale. Plus convivial. Voilà. On n'a pas encore la tasse de thé, mais ça viendra. Mais ça va venir, ça va venir. On sait qu'on a du thé déjà qui est prêt et qui rejoindra ce plateau prochainement. Alors, cette semaine, donc c'était une semaine qui a suivi la semaine numéro 4 consacrée à la création monétaire. Et nous avons abordé donc cette semaine les institutions financières en France et dans la zone euro, aspects historiques et juridiques. Alors, 3 chapitres ont été étudiés, l'évolution du système bancaire, les établissements de crédit en France et les caractéristiques du système bancaire dans la zone euro. Le chapitre 13, consacré à l'évolution du système bancaire, qui
qui effectivement fait un panorama de cette approche historique contemporaine, est extrêmement intéressant. Il faut l'écouter avec beaucoup de détails, mais on va y revenir vraiment dans le détail lors de ce webinaire, et notamment sur ces questions de spécialisation des banques de dépôt, d'affaires, de crédit, moyen terme, long terme, etc. Beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir pendant ce webinaire. Et puis, toute cette progression aussi. Et moi, j'ai découvert, à vous écouter, qu'effectivement, l'importance du politique, qui se traduit ensuite en texte et en décret, en texte de loi et en décret, qui va conditionner l'organisation du système bancaire et donc forcément la politique économique d'un pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. Alors, j'aimerais vous poser une des premières questions pour qu'on revienne sur ces questions historiques qui concernent l'histoire des banques centrales et leur lien avec les banques commerciales. Alors, est-ce qu'on pourrait rentrer sous cet axe dans ces aspects historiques du système bancaire depuis 1945, finalement? Oui, et même avant. Même avant. Et même avant, parce que je rappelle juste pour fixer les points les plus simples, mais il faut d'abord fixer l'attention de tous qui nous écoutent, de toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'une banque, en fait, son rôle, c'est de collecter des dépôts et de distribuer des crédits à la clientèle, aux ménages et aux entreprises. Et donc, il y a un acte de transformation, c'est ce qu'on appelle le risque de transformation, qui est de collecter des dépôts à court, moyen terme, en général, c'est même pas 5 ans, et de distribuer des crédits à 5, 7 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, notamment pour les crédits fonciers et immobiliers. Donc, vous voyez que les banques ont par définition même des problèmes de liquidité. D'autant plus que les dépôts que nous faisons dans nos banques n'appartiennent pas aux banques. C'est un peu la grande erreur qu'on fait quand on dit les banques ont beaucoup de liquidités. Non, justement. Les banques sont à la recherche permanente de nouvelles liquidités, à travers l'innovation financière, en imitant des titres, par exemple, à travers la collecte de dépôts d'épargne, en créant de nouveaux produits d'épargne, pour qu'elles aient justement un matelas d'argent pour prêter plus aux agents non financiers que nous sommes. La question des banques centrales, alors il y a effectivement des liens très forts entre la banque centrale et les banques commerciales, dans la mesure où les banques font pour nous, on y reviendra dans la suite, lorsque la partie 6 sera débloquée demain, donc on fera le webinaire sur la partie 6 qui sera débloquée demain, les banques font des opérations pour notre compte. Je l'ai dit, c'est des opérations quotidiennes, des millions, des centaines de millions d'opérations interbancaires chaque jour. Vous payez votre loyer à un propriétaire qui a un compte dans une autre banque, l'argent sort de votre banque pour aller dans une autre banque. Je fais de l'essence à ma station-service une fois par semaine, par exemple, l'argent sort de ma banque pour aller dans le compte du propriétaire de la station-service qui a, bien sûr, un compte soit dans ma banque, soit dans une autre banque. Donc, vous voyez que toutes ces opérations créent des entrées et des sorties d'argent. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, les banques ont des problèmes de trésorerie. Donc, c'est pas seulement de moyen terme, de long terme, c'est quotidien. Et les banques qui ont un excédent de trésorerie peuvent prêter pour 24 heures seulement aux banques qui ont un déficit de trésorerie. Alors, dans ce panorama moderne, si on peut dire, mais ce panorama n'a pas changé en réalité, parce qu'il s'inscrit dans l'histoire des banques et de la Banque centrale. Qu'est-ce qu'on appelle une banque centrale en réalité? Une banque centrale, on l'appelait à l'époque la banque de premier rang. Quand vous dites 1945, je vais sourire un tout petit peu, parce qu'en fait, l'histoire de la Banque centrale commence en 1684, les banques centrales modernes commencent en 1694 avec la création de la première banque centrale, on va dire du monde européen. La Suède aussi, ils ont connu la Riksbank, hein, mais la première grande banque centrale européenne, la Bank of England, qui est la banque de premier rang. Donc à l'époque, on ne parle pas de banque centrale, on parle de banque de premier rang et puis des banques de second rang. Ce sont toutes des banques privées. Mais quelle est la différence entre la banque de premier rang et les banques de second rang, les banques commerciales? C'est une question de taille, de dimension financière, de puissance financière, de trésorerie. La banque de premier rang a énormément de trésorerie. C'est elle qui a la part de marché, si je puis dire, la plus importante. Et la Bank of England, c'est quoi? C'est tout simplement la première banque de la City de Londres. Et, évidemment, cette première banque centrale de 1694, vous vous rendez compte que nous, on a créé la Banque centrale en France, la première banque centrale en 1800.
C'est bien plus tard. C'est beaucoup plus tard. Finalement, comment faisait-on à l'époque Justement, il y avait... sans banque centrale. Il y avait justement les banques régionales, enfin, il y avait l'émission monétaire ancienne, etc. Mais féodal, on était encore dans un système... On va dire plutôt un système féodal, avec les princes ou les églises qui émettent des monnaies, des pièces de monnaie, etc. Et on n'est pas encore à l'époque aux billets de banque. Les premiers billets de banque dans le monde européen seront créés par la Banque de Suède, je crois. Banque centrale, ça veut dire aussi qu'on a une unification politique On a une unification politique. Et effectivement, j'en ai parlé, la réforme religieuse va permettre le développement des banques dans le monde anglo-saxon. Donc ils sont très en avance, en quelque sorte, par rapport à des pays comme nous, par rapport à des pays comme la France. Bon. Donc on va faire un petit schéma. Vous avez bien sûr la banque qu'on appelle de premier rang, qui est une banque privée. C'est pour ça que quand Napoléon crée en 1800 la Banque de France est une banque privée. Et Napoléon, n'ayant pas de capitaux, fait appel aux familles les plus riches de France. Si vous allez aux archives de la Banque de France, vous consultez les archives de la Banque de France, vous verrez effectivement le capital social des 200 actionnaires qu'on appellera les 200 familles les plus riches de France. Donc ce terme des 200 familles est resté jusqu'à aujourd'hui. On parle toujours des 200 familles qui contrôlent la France, par exemple. Mais comme Napoléon, effectivement, n'a pas d'argent, l'État n'a pas d'argent, l'État, bien sûr, va faire appel, comme dans tous les pays du monde, à des actionnaires privés. Donc la Banque centrale est une banque de premier rang, c'est-à-dire une banque qui a la surface financière, la puissance financière la plus importante par rapport à l'ensemble des autres banques. D'accord? Donc la banque de premier rang. De premier rang. Banque de premier rang, 200 familles. Donc là, on est... Là, on est déjà en 1800. Mais là, je vous parle déjà de la Bank of England, qui est donc la première banque en 1694. Donc je marque la première banque, c'est la Bank of England. Donc première banque centrale. Au-dessus, vous avez les banques de second rang, c'est-à-dire les banques commerciales qui sont moins puissantes, qui ont moins de surface financière et moins de trésorerie. Que font les banques de premier rang? Les banques de premier rang vont réescompter les lettres de change que les banques de second rang leur amènent. Pourquoi? On va aller un petit peu plus loin. Rappelez-vous, on a fait un webinaire, et bien sûr le cours, sur les lettres de change. Le crédit interentreprise, quand une entreprise n'a pas d'argent, elle émet une lettre de change, bien sûr. L'entreprise créancière plutôt émet une lettre de change vis-à-vis de l'entreprise débitrice et va porter cette lettre de change à la banque qui va, qu'on dit, escompter cette lettre de change et donc faire une avance de trésorerie. Mais le problème, c'est que cette banque de second rang, à l'époque, n'avait elle-même pas beaucoup d'argent. Donc c'était une avance d'argent, de trésorerie. Rappelez-vous le principe, je parle bien sûr... Alors ça rappelle des choses. À tous les pays du monde qui nous écoutent, à tous les gens, quels que soient les pays, il y a eu toujours le principe de lettre de change. D'accord? Donc ces fameux effets de commerce, ce fameux crédit interentreprise qui permet effectivement, lorsque vous n'avez pas d'argent, l'entreprise débitrice accepte bien sûr la lettre de change émise par l'entreprise créancière qui va la porter à sa banque à lui, à sa banque commerciale à lui, donc banque de second rang, si on reste... On va se replacer au XVIIe siècle. D'accord? C'est mieux de se replacer dans les temps plus anciens. La banque, donc, les banques n'ont pas d'argent et les banques commerciales n'ont pas beaucoup de trésorerie. Elles vont faire l'avance, bien sûr, à leurs clients, mais n'ayant pas beaucoup de trésorerie, elles-mêmes vont apporter cette lettre de change à la banque de premier rang qui a beaucoup plus de trésorerie. Et qui va prendre des ajouts supplémentaires, bien évidemment, qui va se faire payer, qui va se faire rémunérer. Donc, vous voyez que là, vous avez une banque de second rang qui va amener cette lettre de change. Là, on met lettre de change, LDC, à la banque, on va dire, de premier rang, BPR. La banque de premier rang, la Bank of England à l'époque. Et la Bank of England, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, bien sûr, je vais mettre peut-être ça en rouge, attendez, je vais effacer. Que va faire la Bank of England? Elle va fournir
une avance de trésorerie à la banque de second rang sur la place de la City à Londres. Très bien. Donc Et ça, donc, c'est... elle va prendre, bien sûr, elle va prendre, elle aussi, des agios, tout comme les banques de second rang prennent des agios à leurs propres clients. Et ça existait déjà en Et ça existait déjà. 1694. Ah bah oui, ça existait déjà. D'accord, ok. Parce que les places d'Amsterdam, de Londres, d'Allemagne, etc., des pays d'Europe du Nord, étaient déjà très actives. La Banque de Suède émet déjà des billets de banque. Une des premières banques centrales, si ce n'est même la première, là j'ai un petit problème de date, émet même des billets de banque, peut-être même avant, je ne sais pas, quasiment maintenant, ou peut-être avant la Bank of England, la banque, ce qu'on appelle la banque de premier rang. D'accord ? D'accord, très Donc bien. c'est la City, en fait. La fameuse City. Voilà, c'est la City de Londres qui structure toutes les activités industrielles et commerciales, d'autant plus qu'il y a la révolution industrielle et qu'il faut financer à la fois la révolution agricole dans les campagnes, en Grande-Bretagne et dans les pays d'Europe du Nord, et la révolution industrielle. Donc il y a une concurrence bancaire qui se met en place. Évidemment, le système bancaire se hiérarchise. Avec la banque la plus puissante, qui est restée d'ailleurs la banque centrale d'Angleterre, de Grande-Bretagne, s'appelle toujours la Bank of England en fait. Ça n'a pas changé de nom, sauf que maintenant, les banques centrales ont été rachetées en quelque sorte, ou même quasiment, on n'a même pas indemnisé les propriétaires, ou alors on les a indemnisés, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait avec le temps, il faut voir l'histoire de chaque banque centrale. C'est propre à chaque banque centrale. Voilà, par exemple en 1945, en France, c'est De Gaulle qui va nationaliser la Banque de France. D'accord, donc il y a une Avant nationalisation. De Gaulle, donc c'est très tardif en fait. 1945. C'est une des questions d'ailleurs qui a été posée par un des participants. Hein, sur Oui, cette est-ce que la Banque centrale appartient à l'État ou pas ? Absolument. Donc les banques centrales n'appartenaient pas aux États. Mais maintenant, on peut dire qu'elles appartiennent aux États. Elles appartiennent aux États. Je crois que il y a encore quelques années, une vingtaine, une trentaine d'années, mais après, je n'ai pas vérifié les chiffres, bien sûr, la répartition du capital social. La Banque du Japon, la Banque centrale du Japon, était encore majoritairement aux mains des groupes privés. D'accord. Bon. Donc il y a un capital social. Il y a un capital social exactement comme une entreprise. C'est une entreprise. Tout ça, ce sont des entreprises, en fait. D'accord. D'ailleurs, on parle beaucoup des entreprises publiques en France ou dans les autres restes du monde. Mais regardons la France, parce qu'effectivement, en France, le rôle de l'État est important. Mais on parle toujours des déficits de telle ou telle entreprise publique en France. Mais par contre, l'État a un véritable petit joyau dans ses mains en termes de profitabilité. Parce que les dividendes des profits de la Banque centrale, les dividendes sont reversés, bien sûr, à l'actionnaire principal, qui est l'État. Et c'est pour ça que dans l'histoire économique, il y a ce grand débat entre deux prix Nobel d'économie, Hayek et Friedman. Hayek qui conteste le rôle des banques centrales modernes, et Friedman qui dit de toute façon, sur la théorie du monopole naturel, mais ça je ne vais pas rentrer là dans les détails, il dit que de toute façon, regardez l'histoire économique, il y a toujours une hiérarchisation du système bancaire. Au fond, que la banque centrale soit privée ou publique, peu importe, dans la mesure où le marché fait que, le marché fait que, finalement, le système bancaire se hiérarchise naturellement. Voilà, donc là, il y a des controverses entre économistes, entre spécialistes. Oui, de très haut niveau. De très haut niveau. De très haut niveau. Et du coup, ça renvoie à cette question de la spécialisation ou de la déspécialisation des banques. Effectivement, en France, si on prend le cas à partir de 1945, là on peut parler de la période post-45, il y a eu une spécialisation des banques. Hein, rappelez-vous, c'est ce que j'avais dit dans le cours, il y avait justement, je rappelle donc la spécialisation des banques, il y avait, attendez, je vais remonter un petit peu voilà, soit effacé avec la gomme. Donc, voilà. Je vais remonter tout ça. On a différents types de banques en fait dès 1945, mais tout ça va changer au fil de l'eau. Et après, je vous poserai la question de savoir donc, finalement quel est le meilleur système. Les banques de dépôt. Banques de dépôt, donc ça. De dépôt qui ont le droit de collecter des dépôts à vue à moins de 2 ans. Les banques de crédit à moyen et long terme, et long terme, et les banques d'affaires. Et les fameuses banques d'affaires. Mais ce système, enfin bon, après il y a eu évidemment
les lois qui ont changé, la configuration, non pas la configuration tellement du système bancaire, parce que par exemple les banques d'affaires ne sont pas soumises vraiment, par exemple en matière de politique monétaire, parce qu'en fait elles n'ont pas besoin de refinancement, elles n'ont pas besoin d'apport d'argent des banques centrales ou même d'autres banques de second rang. Les banques d'affaires ont des liquidités, elles c'est autre chose, au niveau juridique bien sûr, hein. C'est les sociétés de portefeuille, etc., qui collectent des capitaux pour faire de la gestion de patrimoine. Si demain vous avez 500 000 euros à placer, bien évidemment, vous irez dans une banque d'affaires qui va collecter vos 500 000 euros et qui va les placer sur les marchés financiers. Alors, ces banques d'affaires, justement, qui sont essentiellement à destination des entreprises, elles prêtent de l'argent ou elles rentrent au capital social des entreprises. Oui. Donc, il y a des prises de participation. C'est toujours le cas, ça, aujourd'hui? Alors, disons que c'est un peu moins le cas dans la mesure où, effectivement, à l'époque, il fallait reconstruire la France. Il y avait effectivement des banques d'affaires au sens strict qui non seulement faisaient de la gestion de patrimoine, mais également comme Paribas. La banque Paribas est célèbre ou d'autres banques, hein, Lazare, Rothschild. Mais bon, si on prend Paribas, parce que Paribas était absorbé par la BNP. Ce sont des banques très, très, très connues qui ont participé tout à fait à la reconstruction de la France. Oui. Donc, en fait, effectivement, les banques comme Paribas ont toujours eu une tradition de prendre des participations dans le capital social des entreprises. Pourquoi? Pour aussi avoir des revenus. Mais c'était aussi dans l'optique de la stratégie de reconstruction industrielle de la France, avec aussi les banques de crédit à moyen terme qui, elles, prêtaient de l'argent. Alors que les banques d'affaires, elles, étaient vraiment des banques d'affaires au sens strict, c'est-à-dire gestion de patrimoine d'un côté, et puis de l'autre côté, prise de participation dans le capital social des entreprises. Voilà. Avec évidemment, là aussi, des prêts à moyen et long terme, à côté des activités principales purement financières de gestion de patrimoine, par exemple. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est la situation donc, en 1945. On sort de la guerre, il faut reconstruire la France, par exemple. Mais puis, évidemment, c'était une guerre mondiale. Donc, il y avait d'autres pays qui avaient besoin. Et donc, je pense qu'on a retrouvé des choses similaires dans d'autres pays. Et pourquoi est-ce que d'un seul coup, on décide de déspécialiser ces banques? Pourquoi est-ce que finalement, ça semblait assez logique, ce système? C'est logique d'avoir... Bon, les banques, la spécialisation des banques, je dis toujours qu'on est toujours le produit de l'histoire. Donc il ne faut pas, si vous voulez, à chaque fois dire que ce n'était pas bon. Si on faisait de l'économie monétaire internationale, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui critiquent le système de Bretton Woods, mais le système de Bretton Woods avait son utilité au moment où il a été créé. Pareil, le système bancaire que nous avions à l'époque avait son utilité à cette période. Mais après, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de banques vont rentrer sur le marché. Et donc, il y a à ce moment-là, dans les années 67-68, nécessité de déspécialiser le système bancaire, c'est-à-dire que les banques de dépôt peuvent aussi prêter à moyen et long terme, et les banques de crédit à moyen et long terme peuvent collecter des dépôts à vue de moins de 2 ans, etc. Donc il y aura vraiment, toutes les banques font ce qu'elles veulent en fait et se positionnent sur le marché bancaire en tant que tel, et sur tous les segments du marché bancaire en termes de crédit, en termes de gestion de patrimoine, en termes de... par exemple, il y aura des banques plus spécialisées dans les crédits immobiliers, par exemple. Je pense notamment au crédit foncier. Il y a des banques plus orientées qui se spécialisent plus. Donc, en fait, finalement, ce panorama... c'est l'émergence, d'une certaine façon, de la concurrence bancaire. De la concurrence bancaire, tout simplement. Ce qui n'était pas forcément le cas. Ce qui n'était pas le cas, et qui, effectivement, le système bancaire, par rapport, par exemple, à un système comme les USA, les États-Unis, le système bancaire est très concentré en France, parce que les parts de marché sont le fait de 60% des parts de marché, c'est 6 banques, 6 grandes banques en fait en France, aussi bien au niveau des dépôts, des collectes de dépôts que de la distribution des crédits. D'accord ? Voilà. Donc cette période 45-67, on a une spécialisation des banques, on déspécialise les banques pour donc l'émergence de la concurrence, et on arrive en 1984 où là, un devoir de supervision bancaire apparaît, des catégories d'établissements de crédit, enfin bref, un certain nombre de choses apparaissent qui vont permettre de garantir les dépôts notamment. Alors oui, évidemment, il y a les lois sur les dépôts qui apparaissent, c'est-à-dire que, bon, je parle un petit peu à tout le public, hein, effectivement, si une banque fait faillite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes indemnisé à hauteur de 100 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez 200 000 euros dans une banque, si la banque fait faillite, vous perdez 100 000 euros. Concrètement, ça veut dire ça. C'est ça. Donc, il y a quand même une garantie des dépôts, il y a une solidarité de place, donc toutes les banques sont obligées de contribuer à ce qu'on appelle un fonds de garantie de dépôt pour que, s'il y a une faillite bancaire, les banques sont solidaires entre elles. Et bien sûr, il y a le rôle massif des banques centrales en cas de crise bancaire généralisée,
Mais ça, je crois qu'on y reviendra. On y reviendra sur la période de crise, mais c'est quand même cette histoire de garantie des 100 000 euros. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dépose 300 000 euros, il n'a que 100 000 euros de garantie en cas de faillite. En cas de faillite bancaire, il ne récupère plus que 100 000 euros. Et le fonds de garantie, lui, intervient pour compenser ou pas? Ah bah oui, c'est Oui, le fonds de garantie c'est le qui fonds de intervient, garantie. mais le plafond est de 100 000 euros, même si vous avez 300 000, 400 000, Ah, le 500 plafond 000. est de 100 000 euros. 200 000, c'est plafonné, donc le mais c'est 100 000 remboursement... euros par banque ou c'est 100 000 euros pour... supposons qu'il y ait 100 000 Par euros. banque, ah oui, si vous avez 100 000 euros là, 100 000 euros là, c'est par banque. Donc vous pouvez sauver votre peau, si je puis dire. Il vaut mieux mettre 100 000 euros par banque que d'avoir 300 000 euros dans une banque, si je comprends bien. Oui, mais bon, là, là c'est des stratégies où vous imaginez la faillite bancaire. Oui, mais en général, il n'y a pas trop de faillite bancaire. Non, en vrai. général, les banques sont sauvées par Bon. les banques centrales. Mais bon. Très bien. Alors, c'est donc l'émergence de ces catégories d'établissements de crédit. Il y a six catégories d'établissements de crédit qui apparaissent donc en 1984. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de voir émerger comme ça des établissements de crédit qui ont des catégories différentes? Parce que, par exemple, vous avez comment dirais-je, des établissements de crédit qu'on appelle les sociétés financières qui n'ont pas le droit, justement, comme le voulait la loi à propos des banques, des autres banques, qui n'ont pas le droit de collecter des dépôts à vue de moins de 2 ans. Et ce sont des sociétés de crédit bail. Le crédit bail est une vieille invention américaine des années 50 pour pouvoir permettre, ce sont les États-Unis qui ont inventé la société de consommation, pour permettre aux gens d'avoir le maximum de voitures, de réfrigérateurs, de biens de consommation, etc. Donc le leasing, ce qu'on appelle le leasing ou le crédit bail, ça nécessite une législation spécifique. Donc, elles n'ont pas le droit de recevoir des dépôts des clients, à vue. Elles sont obligées d'emprunter de l'argent sur les marchés de capitaux par émission d'obligations, et ça on y reviendra à la fin, et par émission de titres du marché monétaire, ce qu'on appelle les titres du marché monétaire. Donc, elles lèvent des capitaux sur les marchés de capitaux, de l'argent plutôt sur les marchés de capitaux, d'accord. Et elles vont prêter à des tas de personnes avec des taux d'intérêt beaucoup, beaucoup plus élevés que les banques. Parce qu'elles prennent des risques, plus importants. Bien évidemment. Alors, donc on voit apparaître donc, ces établissements de crédit de nouveaux genres. Et puis ensuite, dès 1996, la création de prestataires de services d'investissement. Alors là, on rentre dans le domaine de la spéculation. Oui. Et elles peuvent collecter les dépôts aussi. Ah non, alors elles peuvent collecter des dépôts. Oui, bien sûr, elles collectent des dépôts, mais ce n'est pas pour faire des crédits. C'est uniquement pour placer de l'argent des clients. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de scandales, justement. Là, c'est le début de la financiarisation de l'économie, on peut dire ça comme ça? Oui, on peut dire en partie. On peut dire en partie de la financiarisation de l'économie, quand la financiarisation de l'économie veut dire qu'on ne finance plus l'économie réelle, ou on finance de moins en moins l'économie réelle, mais on crée des produits structurés qui peuvent amener, comme on l'a vu justement, à des crises bancaires. Vous savez très bien que les crises bancaires sont récurrentes. Et là, effectivement, la dernière en date, c'est la période où, justement, on a créé des produits structurés qui sont devenus illiquides, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rembourser ces produits. On va revenir sur cette question de la crise de 2007. Je crois que c'est un point qui ressort aussi et sur lequel il y a des choses à préciser. Donc on a des instruments financiers qui apparaissent, qui sont utilisés, notamment les actions, obligations, contrats financiers à terme, etc. Donc on rentre dans le domaine et vous parlez dans votre cours là, du marché de Chicago en particulier, et vous suggérez d'ailleurs que les universités puissent ouvrir des salles de trading. Qu'on puisse s'initier, finalement, parce que finalement, c'est un art qui n'est pas... Dans les cours de monnaie finance, effectivement, moi, je suis pour que les étudiants s'initient au trading, notamment avec des comptes fictifs, comme on le fait. Et comme les grands traders américains, des fois, interviennent dans les universités américaines en montrant leur technique de trading. Il y a un célèbre trader américain qui, à un moment donné, montrait comment, avec 10 000 $ aux étudiants, comment avec 10 000 $ on pouvait arriver uniquement en faisant du trading à avoir à la fin de l'année $1 million sur son compte en banque. D'accord ? Donc effectivement, bon, le trading fait partie de la vie. Alors pour revenir au marché de Chicago, mais là c'est bon, c'est quelque chose que je disais effectivement peut-être dans le cours. Et si on revient au marché de Chicago, c'est un marché un petit peu spécifique, c'est un marché de matières premières où sont cotées toutes les matières premières, le sucre, le cacao, le blé, le soja, les matières premières minérales, le plomb, enfin l'étain, l'or, l'argent, toutes les matières premières. C'est vraiment le très grand marché, le premier marché de matières premières du monde,
c'est le marché de Chicago. Et donc toutes les grandes denrées alimentaires type céréales, les matières premières agricoles ou matières premières en termes de minerais, sont cotées sur le marché de Chicago. Voilà. Donc c'est un très grand marché. Il ne faut pas oublier, puisque vous me parlez de marché, que le marché de Londres en termes de devises, c'est encore, je crois, l'un des premiers marchés du monde. C'est-à-dire que les Britanniques n'ont pas perdu la main, si je puis dire. La City de Londres domine, par exemple, le marché des devises. Oui, parce qu'on parlait des instruments financiers, mais en fait, puisqu'on est... Enfin, on peut spéculer sur les devises. Vous rappelez souvent qu'il faut les définitions, les critères, etc. De quoi parle-t-on? Lorsqu'on parle d'instruments financiers, par exemple, la spéculation sur les taux de change fait partie des instruments financiers, etc. C'est ce dont on vient de parler, les matières premières aussi. Les matières premières, on peut spéculer sur tout. Sur les taux d'intérêt, sur les devises, sur les matières premières, sur le soja, sur le sucre, sur tout ce que vous voulez. Et tout ça, finalement, est assez récent. Le marché de Chicago date quand même alors je ne peux pas vous dire exactement, la date exacte, mais la période... oui, les années 80 ou même peut-être un peu avant. C'est finalement assez contemporain. C'est-à-dire qu'avant, on ne spéculait pas sur les taux de change. Les grands milliardaires américains, vous savez, qui sont venus voir pour créer justement ce qu'on appelle les marchés à terme, la technologie des marchés à terme? Eh bien non, je suis curieux de le savoir. Mais ils sont venus voir Milton Friedman, prix Nobel d'économie. Et ils étaient très surpris. Parce que Milton Friedman, ce n'était pas un homme d'argent, c'était un scientifique. Et les milliardaires lui ont demandé, mais combien voulez-vous pour cette consultation? Il était consultant en quelque sorte. Il a dit, je veux $5 000. Alors qu'il aurait dû demander peut-être 0,001% par jour sur toutes les transactions quotidiennes. Ce qui lui aurait fait peut-être $1 million ou $2 millions par jour. Mais non, Milton Friedman a été très, très humble et il a dit, non, je vous crée ça pour $5 000 à l'époque. Donc on peut dire que oui, Milton Friedman finalement est un des théoriciens de... c'est un grand théoricien de la monnaie. Un théoricien de la monnaie. Prix Nobel d'économie. Prix Nobel d'économie. On a là des grands économistes, vous parliez d'Hayek, etc., qui ont... Alors, en 99, et après cette partie historique, on arrive en 99, là, on est de plus en plus dans le monde contemporain, c'est-à-dire il y a 21 ans, la garantie des cautions, la garantie des titres, ça c'est quelque chose de nouveau aussi. C'est pareil, c'est comme si vous avez des titres, et si la banque fait faillite, à ce moment-là, on vous donne une compensation financière, parce que la banque ne peut plus garantir la liquidité des titres, bien évidemment. Les titres, c'est quoi? C'est des actions, des obligations que vous avez prises, que vous avez achetées sur les bourses. D'accord? Donc moi, je demande aux gens de se simplifier les choses en disant c'est pareil que pour la garantie de dépôt. C'est ça. Donc on garantit, mais c'est limité. Les garanties sont toujours limitées, bien sûr. Toujours limitées, bien évidemment. Tout à fait. Mais il faut bien comprendre, et ça je demande à toutes les personnes qui nous suivent dans tous les pays du monde, de regarder la législation bancaire de leur pays. Parce que là, effectivement, nous parlons pour la France, mais comme nous avons un public extrêmement diversifié, qui se diversifie tous les jours, en plus, d'après ce que vous me disiez. Oui. Parce qu'on a encore augmenté. Bien évidemment, 96 pays, donc forcément, il faut regarder la situation particulière pour chaque pays. 96 pays des personnes inscrites venant de 96 pays qui ont pris le cours. Donc, moi, ce que je demande, c'est d'aller voir la législation bancaire de leur pays. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste, évidemment, trop dans le cadre spécifiquement français. Les Suisses, par exemple, les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais, les personnes qui viennent de tous les pays d'Afrique francophone, d'autres pays qui nous prennent aussi, qui ont pris le cours, qui ne sont pas vraiment des pays francophones. Je pense notamment au Brésil, où donc ces pays-là doivent regarder. D'autres modèles, d'autres dispositifs. Oui, les Suisses aussi, il y a beaucoup de Suisses, il y a beaucoup de Belges aussi. Qui sont inscrits. Donc, toutes ces personnes doivent regarder la législation bancaire de leur propre pays, notamment pour, par exemple, justement, quel est le montant de garantie de dépôt si une banque fait faillite, et si j'ai 200 000 euros, pour nous, c'est 100 000 euros maximum. D'accord. Mais pour les Suisses, pour les Belges, pour en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, etc., c'est d'autres lois qui peuvent s'appliquer. Donc, au Maroc, parce que le Maroc, c'est toujours le deuxième pays d'ailleurs, qui fait la course en tête. Nos amis marocains sont, sont très présents sur ce cours. Aux Marocains, notamment, allez voir la législation qui s'applique au Maroc, et puis vous verrez la différence par rapport à ce qu'on a, nous, en France, ou dans les pays, ou dans d'autres pays d'Afrique, par exemple, ou bien au Canada, ou ailleurs. Voilà.
Très bien. Alors Philippe Narassiguin, juste là, je vais quand même préciser que nous sommes à peu près à la moitié de l'émission. Donc vous avez la possibilité de poser des questions, vous le savez, donc sur Facebook ou sur l'outil de webinaire, sur Zoom. Et donc Joël, hein, qui récolte vos questions, nous les fera passer de façon à ce qu'on puisse prendre les 10 dernières minutes à traiter les points que vous souhaiteriez voir abordés sur ces questions. Donc on vient d'aborder la question là, historique, aspect historique et juridique. Et maintenant, donc une question, puisqu'on a abordé la question de la crise, on a commencé à l'évoquer, cette crise de 2007. Est-ce qu'elle pouvait être évitée, cette crise de 2007 ? À l'époque, on avait mis en cause des agences de notation. Qu'en pensez-vous ? C'est une question, ça. Est-ce que non, mais non, mais Christophe, je ne vais pas me défausser par rapport à la question qui est posée, sauf effectivement, je dirais des choses qui sont tout à fait différentes de ce que les médias ont dit à l'époque. Mais là, on est dans une émission scientifique. Oui, hein, donc c'est une émission universitaire, donc effectivement, on amène une information. Non, mais bon, vous me dites ça tout d'un coup, effectivement. Cette fameuse crise de 2007. C'est pas du tout une question qui a vocation à polémiquer. Hein, là, c'est vraiment la vision du scientifique sur une crise qui, finalement, date un petit peu maintenant. Oui, alors, évidemment, la crise des subprimes, c'est quoi? Je rappelle simplement le principe de base. Hein. Les banques américaines distribuent des crédits à une des crédits immobiliers, hein, j'insiste dessus, donc des crédits immobiliers de façon massive à taux d'intérêt variable, mais on ne va pas rentrer dans les aspects techniques. Ces crédits sont ce qu'on appelle titrisés, c'est-à-dire transformés en titres. Je ne vais pas faire trop de technique, hein, je veux dire simplement, ils sont transformés en titres, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les titres. Et ces titres sont revendus, par exemple Goldman Sachs, dont on a beaucoup parlé, sont revendus à des banques, notamment des banques de la zone euro. D'accord? Des banques commerciales, des banques de second rang de la zone euro ou par exemple de Grande-Bretagne ou d'autres pays. Mais c'est vrai que les deux zones les plus touchées par la crise de 2007, c'est quand même les États-Unis, ce sont les États-Unis et la zone euro. Ce qui se passe, c'est que ces crédits immobiliers qui ont été faits sur une grande échelle ne seront plus remboursés sur une grande échelle. Donc, je l'avais dit la dernière fois, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est une crise importante, colossale, de liquidité des banques. Oui, on comprend mieux avec la séquence de la semaine dernière, la création monétaire, qui à un moment donné s'inverse, c'est-à-dire que le remboursement ne se fait pas. Ne se fait pas. Et alors là, donc crise. C'est la crise. Voilà, extrêmement sur une échelle colossale, donc de liquidité des banques. Vous posez deux questions. Est-ce que on aurait pu l'éviter? Oui. Pourquoi? Parce que en 1986, la Banque des règlements internationaux fait un document en disant les marchés de capitaux s'ouvrent et on va regarder à nouveau le schéma et on va de plus en plus avoir des produits comme ça, ce qu'on appelle des produits structurés, titrisés, si vous voulez. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. En fait, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ça, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le principe. Donc là, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'effectivement, comme les crédits ne sont pas remboursés, ces titres achetés par les banques commerciales, retenez bien ce principe. Hein, je demande à toutes les personnes qui nous écoutent de bien, même si vous oubliez le terme de titrisation, ce n'est pas important. On n'est pas là pour faire de la technique, hein, on est là pour expliquer l'économie. Le mécanisme. Le mécanisme. Donc, ces crédits immobiliers sont transformés en titres, ces titres sont vendus. Par exemple, nous, banque en France, vous êtes une banque en France, moi aussi je suis banque. On achète des titres. Et nous achetons les titres. Sauf que les crédits immobiliers ne sont pas remboursés sur une grande échelle. Ces titres vont devenir illiquides. Donc, nous subissons une crise importante de liquidité parce que nous ne sommes plus remboursés. Et vous avez raison de dire que dans ces produits structurés, on ne sait pas trop ce qu'il y a parce qu'on a tellement titrisé de tout, un peu de tout, quoi. Même les crédits, enfin, toutes sortes de choses qu'on a titrisées. Oui, c'est un peu comme une corbeille ou comme un... Voilà, on y met un certain nombre de, choses. Et la Banque des règlements internationaux dit en 1986, les banques ont 3 documents comptables. Une entreprise, qu'est-ce qu'elle a comme document comptable? Elle a le bilan, le compte de résultat, normalement.
Mais les banques ont plus. Les banques ont le hors-bilan. C'est là où on met tout ce qui n'est pas clair, si vous voulez. À l'époque, c'était clair. Hein. Mais avec l'ouverture des marchés de capitaux, on a mis tout ça dedans. Et la Banque des règlements internationaux dit, attention, il faut vérifier les hors-bilans. Il faut voir ce qu'il y a dedans. Quand éclate la crise de 2007, on accuse tout de suite qui? Les agences de notation. D'ailleurs, les Français vont découvrir à ce moment-là, ou même d'autres pays. Oui, les agences de notation, personne n'en avait entendu parler. Jamais entendu parler de cela. Et tout le monde accuse les agences de notation en disant qu'elles n'ont pas fait leur boulot, etc. Sauf que, qui est responsable de la supervision bancaire? Les banques centrales, les institutions publiques. Et les banques centrales peuvent enquêter, peuvent déclencher des enquêtes à tout moment. Les agences de notation, c'est les agences qui regardent les documents des entreprises, donc des banques, les communications, les conférences de presse que donnent les communicants des entreprises ou des banques, et puis se font une idée sur l'avenir de cette entreprise en disant, côté A, donc vous pouvez acheter le titre. Côté C, là, titre spéculatif. C'est ça le rôle des agences, c'est de communiquer à travers un certain nombre de critères objectifs leur avis sur l'achat de titres, finalement. Mais le problème qui se pose à l'époque, c'est pour ça que, évidemment, comme vous me posez la question, le problème qui se pose, c'est que les banques centrales, il y a eu un défaut. Elles auraient dû contrôler depuis très longtemps l'explosion des hors-bilans. Parce qu'on a mis de plus en plus de produits structurés. Parce que ça apparaissait forcément dans déjà les, dans une les banque, hors-bilans. Déjà, quand vous discutez avec les responsables de banque, ils vous disent déjà le contrôle interne des banques. À l'intérieur des banques, c'est le cauchemar pour les employés. Ils appellent ça la police des polices. Et en termes... donc ça, c'est le terme... donc ils sont extrêmement rigoureux sur ce contrôle interne. Eux, ils sont rigoureux, sauf que la Banque centrale, elle est censée... Elle est censée contrôler tout. Et elle peut déclencher des enquêtes à n'importe quel moment. Et même, et surtout, ce qu'on appelle en anglais, en français c'est des avertissements, en anglais c'est les warnings. Ah, les fameux warnings. Les fameux warnings. Les fameux warnings dont on a effectivement eu même des questions, je crois, dans les forums. Hein. Or, personne, depuis 1986, ne fait de warning. Il y a des banques Comment centrales. ça, personne? Les banques centrales ne font plus de... En tout cas, dans la zone euro et justement les deux zones les plus touchées, et aux États-Unis, pas de warning. Ah, donc c'est en roue libre, pas de contrôle, pas de freinage. Les banques qui ont été très bien gérées, qui ont refusé tout ça, qui ont fait des contrôles, les banques centrales qui ont fait, c'est la Banque du Canada, par exemple, si on prend le monde occidental ou sud-américain, et la Banque du Brésil, qui ont été très rigoureuses dans l'évaluation donc de... Oui, parce que ces contrôles, c'est un système de régulation. De la gestion bancaire. De la gestion bancaire, oui. Donc, le problème, pourquoi j'ai souri tout à l'heure et pourquoi je... Bon, c'est pas que je veux me défausser, pas du tout. Oui, parce que c'est que il fallait trouver le coupable. Bon. Se déclenchent alors des commissions d'enquête. Mais le problème, pourquoi on n'a pas accusé juridiquement, pourquoi on n'a pas porté plainte à ce moment-là contre les agents de notation? D'après vous, pourquoi? Vous ne savez pas? J'imagine, compte tenu de ce qu'on vient de dire... Si on fait des enquêtes parlementaires, si on fait tout un battage médiatique sur la culpabilité des agences de notation, pourquoi, d'après vous, on ne porte pas plainte? Parce que là, on nous a mis, ça veut dire que les agences de notation nous ont mis dans une situation de crise, où on est encore d'ailleurs, crise politique monétaire non conventionnelle, on est encore dans une crise bancaire, parce qu'il y a les politiques monétaires non conventionnelles depuis 2007. Parce qu'au départ, on a dit, les politiques monétaires non conventionnelles qu'on va regarder on en parlera à la fin, à la fin du cours, c'est juste transitoire. 2007, transitoire, ça fait 13 ans. On y est encore. On y est encore. Mais pourquoi on n'a pas porté plainte? Alors, je vous pose la question parce que vous avez l'habitude, et surtout, vous m'avez posé la question. Est-ce que vous m'avez posé la question? Je vais pouvoir y répondre parce que vous avez déjà répondu dans les minutes qui ont précédé à la question. Parce que les banques centrales sont censées assurer un contrôle de ces agences de notation. Est-ce que c'est la réponse? Non, mais oui, bien sûr, les banques centrales ont le devoir, ont l'obligation. Ce n'est pas le job, en quelque sorte, des agences de notation. Et puis, les agences de notation n'ont pas accès à tous les documents confidentiels, internes.
tous les produits structurés en Oui, détail. alors que les banques centrales, oui. Ah ben, les Elles ont banques centrales, les c'est le bilans, devoir. les hors-bilans, elles voient tout, Ben, en fait. c'est ça, c'est C'est ça, ce qu'on d'accord. appelle la supervision bancaire, c'est des textes de loi, c'est énorme la supervision bancaire. Bon, le problème, Alors, ces agences de notation, elles se basent sur quoi si elles n'ont pas accès à ces elles se basent informations? sur les bilans, les comptes résultats. Si vous êtes Mais en elles n'ont pas le entreprise, hors-bilan, en fait. non, elles ont leur bilan, mais elles ne Oui. savent pas exactement. Elles ne peuvent pas aller jusqu'au bout De l'analyse, toute quoi. l'analyse, Ils n'ont pas toute l'information. produit par produit, segment de marché par segment de marché, etc. Donc ça, c'est vraiment les banques centrales. Ma réponse, bon, j'imagine que enfin, c'est que si vous attaquiez à ce moment-là les agences de notation, eux, ils ont beaucoup d'avocats payés peut-être 5 000 $ de l'heure. Moi, je vous donne mon avis. Hein. Ah, oui, mais c'est un avis. Qu'auraient demandé les avocats? Ben, les avocats auraient dit, ben, d'abord, allons traduire en justice le gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, traduire en justice les 19 gouverneurs de la banque de la zone euro. Effectivement, là, Ben, c'était. là, donc l'État ne peut pas s'accuser lui-même. Bien sûr. Donc là, il y a un défaut. Finalement, il y a un Soit défaut. on dit que les agences de notation qui sont privées, ces entreprises privées, ont mis le monde entier à feu et à sang avec la plus grande crise bancaire de l'histoire du XXIe siècle, du début du XXIe siècle. Est-ce qu'on en est sorti d'ailleurs? Non, justement, c'est pour ça qu'on va parler à la fin du cours des politiques monétaires non conventionnelles. Soit on les accuse juridiquement, parce que l'accusation comme ça, par les médias, en parlant beaucoup de gens parlaient, bon, on dit un peu ce qui... Bon. Et à ce moment-là, moi je me pose la question, est-ce que c'était tenable pour les gouvernements? Est-ce qu'on pouvait accuser, les États pouvaient s'accuser eux-mêmes finalement? C'est un petit peu l'idée que je me fais des conséquences. C'est ça. Des conséquences de l'accusation juridique. Hein, je parle de traduire devant les tribunaux les agences de notation. Une crise qui aurait pu être évitée. La question, c'est surtout sur la titrisation. Est-ce qu'on en a Ben, parlé? bien sûr, parce qu'en la composition de ces titres. En 86, donc, la Banque des règlements internationaux fait un document très clair en disant attention au hors-bilan. C'est ce que je dis au départ. Or, le lobby bancaire fait qu'à ce moment-là, on se dit non, de toute façon, ça c'est notre petit business à nous, bien caché, ça c'est notre fonds de commerce, donc ne regardez pas trop ce qu'il y a dans les hors-bilans. Bon. Et c'est pour ça que les banques, après, les banques centrales, évidemment, après, elles ont encore plus rigide. Maintenant, pour faire un crédit, il faut 50 pages. Pour faire un petit crédit voiture, c'est sur nous que ça retombe finalement. Oui, ce contrôle est devenu beaucoup plus coercitif. coercitif. Il est devenu pour le tellement coup, coercitif qu'après, ils ont fait BAL 3, les ratios de BAL 3, enfin tout ça, je ne vais pas parler technique. Bon, finalement, c'est assez rassurant. Finalement, on a tiré quand même des leçons de cette crise. Oui, alors pour rassurer, justement. Enfin, rassurant, si on peut dire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Milton Friedman lui-même, prix Nobel d'économie, va accuser, lui, les banques centrales. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus... oui, c'est plus clair. C'est plus clair, c'est direct. Et Milton Friedman accuse déjà les banques centrales depuis 1929, en disant que la Fed n'a pas été à la hauteur, les gouverneurs successifs n'ont pas été à la hauteur de la crise de 29, parce qu'ils n'ont rien compris à la théorie monétaire. C'est-à-dire, en fait, il avait demandé déjà qu'on regarde cette affaire de politique monétaire non conventionnelle. Donc, face à la crise de 29 qui a duré très longtemps, contrairement dans les bouquins d'histoire, qu'est-ce qu'on dit? Super, la crise de la 29 a été résolue par les politiques de relance. Keynes a raison. Pas du tout ça. La crise de 29, on a pris des années avant de sortir de la crise de 29. Bon, ça, on explique ça en macroéconomie. Ça sera peut-être un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir longuement, parce que Philippe Narassian, vous savez que le temps passe très vite. Voilà. Donc, tout cela est très passionnant. Donc, en fait, si vous voulez, Milton Friedman dira, et ça c'est important, que les gouverneurs de banque sont incompétents en économie. Bon, ça c'est l'avis du scientifique. C'est l'avis prix du Nobel. Hein, prix Nobel d'économie, c'est comme une parole... Ils ne sont pas compétents, ce qui est souvent vrai d'ailleurs. Il n'y a pas de gens, de grands économistes. Maintenant, depuis, bien sûr, ça a changé. Par exemple, Ben Bernanke, justement, qui a été le gouverneur avant, qui a pris de plein fouet la crise des subprimes. C'est lui qui l'a géré. Et Ben Bernanke, ce qui ne se fait pas en France, par exemple, Ben Bernanke a rendu hommage dans des discours publics à Milton Friedman et à Anna Schwartz. Anna Schwartz, c'est la femme, c'est l'épouse, plus exactement, de Milton Friedman. Ils ont écrit un livre que je conseille aux étudiants de lire, aux personnes qui font des
des concours d'agrégation sur l'histoire monétaire des États-Unis. D'accord? Et Ben Bernanke va dire à ce moment-là, nous nous excusons auprès de Milton Friedman et de Hannah Schwartz concernant les crises bancaires, nous ne ferons plus les mêmes erreurs. Donc il s'est incliné devant un économiste. D'accord. Donc la science économique, c'est la science économique qui a triomphé. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait aux États-Unis? On a tout de suite mis en place les politiques monétaires non conventionnelles. C'est ce que Milton Friedman disait. C'est pour ça qu'il a dit « Je me méfie énormément de ceux qui dirigent les banques centrales ». Est-ce que c'est clair ou pas? Alors, Philippe Narassiguin, c'est passionnant, c'est absolument très clair, mais le temps passe. Maintenant, nous sommes à 10 minutes de la fin de ce webinaire. Il y a des questions, donc Joël nous a, sur mon téléphone, transmis une question, mais une dernière petite question, mais juste très rapidement, sur la distinction entre, ça c'est une question qui apparaissait aussi dans les forums, entre le marché monétaire et le marché financier. Alors, distinction marché monétaire, on va en parler énormément à partir de la semaine prochaine, la semaine prochaine, parce que le cours, la 6e partie est débloquée cette semaine sur les marchés monétaires. Marché monétaire, c'est le marché de l'argent, des prêts d'argent entre les banques commerciales et entre les banques centrales et les banques commerciales, entre la banque de premier rang, comme on dit, et les banques de second rang. C'est le marché de l'argent, parce qu'il faut bien de la trésorerie. Il faut bien emprunter de l'argent. Donc les banques commerciales s'empruntent de l'argent entre elles. Il y a un taux d'intérêt, bien sûr. Et pour des échéances de plus long terme, 15 jours à 3 mois maximum, elles empruntent de l'argent auprès de la banque centrale. Donc c'est un marché vraiment entre les banques commerciales et les banques commerciales et la banque centrale. D'accord. Marché financier, c'est le marché qui n'a rien à voir avec le marché monétaire. D'où l'importance, je le dis, de définition. Marché financier, on émet des titres, une entreprise, vous êtes à la tête d'une entreprise, même les hôpitaux peuvent le faire, ils émettent des titres, des obligations. Pour lever des capitaux, c'est comme des emprunts, sauf qu'il faut passer par la banque. Au lieu de passer par la banque, ils vont émettre des titres pour avoir de l'argent, parce que les taux d'intérêt sont plus faibles que, par exemple, les taux d'intérêt bancaires. Ça, on peut le faire quand déjà on est une entreprise d'un certain niveau, d'un certain montant de chiffre d'affaires. Donc, on émet des titres, tout simplement, ce sont des titres de créance, les obligations sont des titres de créance. Et bien sûr, sur le marché financier, on émet aussi des actions pour avoir du cash tout de suite. Sauf que la différence entre actions et obligations, c'est que les obligations sont des titres de créance, alors que les actions sont des titres de propriété. Si demain, une entreprise fait une augmentation de capital, même si vous achetez une action, vous devenez propriétaire de l'entreprise. Une partie de l'entreprise. D'une partie à 1. C'est 1 million d'actions, c'est 1 divisé par 1 million d'actions, bien sûr. D'accord? Très bien. C'est ça la différence entre marché monétaire et marché financier. Donc, évidemment, deux définitions qu'il ne faut pas confondre. Absolument. Merci pour cet éclaircissement. Nous sommes, alors, une question donc d'un de nos participants que je vais vous lire. Donc, cette question porte de la part d'un de nos participants. J'ai entendu un économiste affirmer que l'argent mis à disposition des États par la BCE pour lutter contre la pandémie de Covid-19 constitue un acte de création monétaire plutôt qu'un facteur d'accroissement de leur endettement. Qu'en pensez-vous? Je peux répéter. Oui, non, mais ça, on va le voir en détail dans les politiques monétaires non conventionnelles. Alors, ce n'est pas... Les banques s'endettent à très court terme. Que ce soit politique monétaire conventionnelle ou non conventionnelle, ça n'a rien changé. Ce qui a changé, c'est le volume de prêts que fait la Banque centrale. Et les banques commerciales, lorsqu'elles empruntent de l'argent, elles mettent en garantie des titres pendant une période de 15 jours ou 3 mois. D'accord? C'est ça, en fait. C'est le grand principe qu'on verra vraiment en détail. Donc, il n'y a pas d'endettement. Et là, je demande aux personnes de bien faire la différence. Et je l'ai dit encore, je crois que c'était la semaine dernière, ne confondez pas toutes les choses. La dette publique, c'est la dette des États à travers l'émission de titres de créance, d'obligations qu'on appelle des bons du Trésor. Le refinancement des banques, c'est tout à fait différent. C'est les prêts d'argent par la Banque centrale. Donc, la Banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales pour des périodes plus courtes. Mais finalement, la crise du Covid-19 n'a pas changé grand-chose. Parce que déjà, on le verra d'ailleurs, on était dans des prêts d'argent colossaux depuis 2007. Et on y est toujours. Donc,
On a prêté un peu plus, peut-être, évidemment, pour faire les fameux prêts garantis par l'État, pour donner une garantie plus forte au système bancaire en cas de défaillance des emprunteurs. Donc, effectivement, ce sont les banques centrales qui ont pris sur elles une partie de la charge qui pouvait évidemment se déplacer sur les banques commerciales. Donc on a fait un peu plus de politique monétaire non conventionnelle, mais sur le fond, ça n'a pas changé grand-chose, parce que ça, on le verra vraiment techniquement dans les parties 7 et 8, hein, en matière de politique monétaire. Donc ne pas confondre, la dette publique, c'est vraiment sérieux. Par contre, le refinancement à travers les politiques monétaires non conventionnelles, c'est du business normal que font les banques centrales depuis, je vous l'ai dit, 1694, si on prend la première banque centrale. Ça fait partie de l'économie, de ça fait partie de l'économie, c'est le business même des banques centrales. C'est le business des banques centrales, c'est la vie même des banques centrales d'avoir des profits sur les crédits qu'elles prêtent aux banques de second rang, aux banques commerciales tout simplement. Donc rien à voir. Rien à voir. Dernière petite question, donc merci pour cette... je ne sais pas si les personnes qui sont à distance actuellement en mode synchrone, donc en temps réel, suivent le live sur Facebook. Si vous avez encore une question, on pourra peut-être la prendre. Moi, je ressors une question aussi des forums là, qui concerne alors, les modes de financement alternatifs, notamment le crowdfunding. Comment perçoivent les économistes ce type de financement? Non, mais c'est des modes de financement. Alors, il y a toutes sortes de modes de financement qui ont explosé. Il n'y a pas que le mode de financement bancaire. Je l'ai dit la semaine dernière d'ailleurs. Hein. Les marchés financiers, les titres de créances négociables, le financement participatif. Voilà, ça en fait partie. Là, ça en fait partie. Donc là, je conseille aux personnes qui veulent vraiment... Je crois que même un de nos économistes a mis des liens sur l'autorité des marchés financiers qui explique parfaitement bien non seulement le principe de tout ce qui est financement participatif, mais en plus le cadre juridique dans lequel s'opère, par exemple, les financements de type de financement effectivement ou alternatif. Vous retrouverez ça sur les forums, effectivement. Il y a 3 liens, je crois. Voilà, un de nos économistes a mis plusieurs liens. Sur alors, il faut toujours prendre la littérature officielle, ça j'insiste beaucoup là-dessus. N'allez pas sur tout ce qui se dit à droite et à gauche dans la presse, allez toujours sur les documents officiels des banques centrales, de l'INSEE, si c'est les données économiques, de l'AMF. Pour la France, c'est l'autorité des marchés financiers en France qui gère tout ça. D'accord? Donc, allez-y. Et puis, regardez aussi les réponses qu'on donne aussi sur les forums, que nos économistes donnent sur les forums. Voilà. Très bien, Philippe Narassiguin. Donc nous avançons effectivement dans le... Nous sommes bientôt à presque 1 heure de webinaire. Déjà, ça passe toujours aussi vite. J'espère que ce webinaire consacré à la partie numéro 5 vous a intéressé. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui va se passer la semaine prochaine à partir de demain? Justement, la semaine prochaine, ce qu'on va voir, c'est justement cette 6e partie très importante. C'est tout ce qui est marché monétaire. Qu'est-ce qu'un marché monétaire? Quelles sont les relations entre les banques centrales et les banques commerciales, quels que soient les pays? Comment sont déterminés les fameux taux d'intérêt directeurs? Au départ, je vous avais dit, vous vous rappelez, le taux de réescompte de la Banque d'Angleterre. Il y avait le taux d'escompte et le taux de réescompte. Le taux de réescompte, c'est en réalité le premier taux d'intérêt directeur au sens moderne. C'est en 1694. D'accord. Donc le taux d'intérêt directeur ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'il y a 10 ans. Hein. Oui. C'est déjà dans l'histoire des relations entre, d'une part, les banques centrales et les banques commerciales. Voilà, toujours cette logique de banque de premier rang et de second rang. Et toujours, retenez toujours qu'il faut toujours aller dans l'histoire monétaire. D'ailleurs, Friedman a écrit un livre que je conseille au public qui passe des concours, avec Anna Schwartz, son épouse, sur l'histoire monétaire des États-Unis sur un siècle. D'accord. Voilà. Eh bien, Philippe Narassiguin, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Il est presque 16 heures pour nous, hein, évidemment, en fonction du décalage horaire. Oui. Vous n'êtes pas tous à la même heure et nous ne sommes pas tous à la même heure. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire. Philippe, comme d'habitude, je vous laisse évidemment le mot de la fin. Le mot de la fin, par rapport à la semaine dernière, il sera aussi pédagogique, c'est-à-dire n'oubliez pas de revoir les cours à plusieurs reprises. On a sur les forums, on a beaucoup de questions sur les ressources complémentaires, mais nous avons 2 ressources complémentaires par rapport au cours lui-même. Nous avons bien sûr le quiz, mais nous avons aussi le webinaire. Absolument. Parce que j'estime que le webinaire, c'est aussi un cours que je fais avec vous de façon différente, mais avec autant de sciences économiques et d'analyse économique, bien sûr sur un mode différent, moins technique, plus convivial et moins
stressant, moins formel, moins formel, stressant. voilà, moins technique, moins d'analyse économique, mais on fait aussi de l'analyse économique et on s'adresse effectivement à un public qui a pris le cours, mais aussi au public qui, sur les réseaux sociaux, vont regarder ces webinaires. Donc là aussi, mon mot de la fin sera encore et encore de la pédagogie. Encore de la pédagogie Voilà. et encore du travail, parce Et que encore pour du suivre travail. votre cours, il faut travailler, hein, il y a du contenu Il faut et chaque travailler. semaine de plus en plus riche. Donc, eh bien, chères participantes et chers participants, nous vous souhaitons donc une bonne semaine, une bonne 6e semaine pour ce MOOC Économie. Et Philippe, eh bien, rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt, Christophe. À bientôt.